Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Tout d'abord, alors je m'excuse, moi, je n'ai pas fait de transparent. Puis j'avais préparé une intervention, effectivement, sur la prime d'activité, sur avantages, inconvénients de l'individualisation et aussi de l'inconditionnalité. Mais en fait, en vous écoutant depuis cet après-midi, j'ai modifié complètement l'objet de mon intervention pour être vraiment en phase avec la table ronde, qui effectivement, bon, on a montré aujourd'hui, disons, que le projet du revenu de base n'était pas un projet irréaliste. Et ce qu'on essaye de montrer dans cette dernière table ronde, c'est que la réalité elle-même converge en fait vers le projet, qu'il y a peut-être des mouvements alors qu'on peut qualifier, Alain Tranois vient de parler de rupture en matière de politique familiale. Moi, je pense qu'il y a une certaine continuité dans d'autres aspects du système à la fois de transferts sociaux et de prélèvements obligatoires, de transferts sociaux à destination des bas revenus. Et donc je vais essayer de montrer d'une part que oui, il y a bien un mouvement de convergence progressive qui semble aller dans la direction des propriétés principales du revenu de base, mais en même temps, il reste quand même du chemin à faire, quoi. Donc ça va être un peu les deux temps de mon intervention, hein. Oui, il y a convergence, mais il y a encore des éléments significatifs qui restent, il y a encore des pas à franchir qui sont pas négligeables. Alors, la convergence, effectivement, moi je pense pas qu'il y ait, de ce point de vue-là, une rupture dans la première partie du quinquennat de François Hollande. Je pense qu'il y a au contraire, alors, en matière de transfert aux bas revenus et en matière de réforme des prélèvements sociaux, une certaine continuité depuis maintenant plus de 2 décennies en France, au travers de plusieurs gouvernements successifs et d'ailleurs au travers de plusieurs alternances politiques. Alors on peut prendre comme première illustration, disons, les transferts aux bas revenus, et en partant, pour ce qui est du cas le plus récent, de la réforme de la prime d'activité. On parle de prime d'activité parce que, comme vous le savez, le revenu de solidarité active, dans sa partie RSA activité, a été mis en œuvre donc, à partir de la réforme de décembre 2008. Il a été mis en œuvre à l'été 2009. Et de façon coïncidente à cette réforme, il n'y a pas eu de réforme de la prime pour l'emploi. La prime pour l'emploi, qui, elle, avait été mise en œuvre en 2001 par Lionel Jospin, a coexisté avec le RSA activité, alors que ces deux instruments, disons, remplissent des objectifs qu'on peut qualifier de redondants, peut-être, ou en tout cas de relativement concurrents, hein. La prime pour l'emploi, elle était là pour, disons, faire en sorte que le retour à l'emploi rapporte, hein. Elle-même, elle procède d'un projet antérieur qui était un projet donc, qui avait été proposé par Roger Godinot à la fin des années 90 dans la dernière note de la Fondation Saint-Simon, qui était l'allocation compensatrice de revenus, qu'Alain connaît bien. Et l'objectif à l'époque, c'était effectivement de donner des compléments de revenus aux personnes qui sont en emploi, et donc disons aux travailleurs pauvres, hein. Et la prime pour l'emploi, après sa mise en œuvre, a fait l'objet de nombreuses réformes. Son barème a été modifié, elle a fait l'objet de réformes paramétriques. Son barème a été modifié presque chaque année, puis il y a eu d'autres modifications qui ont eu lieu. Et puis, après 2008, après la mise en œuvre du RSA, alors que le RSA activité poursuit globalement le même objectif, c'est il y avait deux objectifs dans la lettre de mission qui était celle de Martin Hirsch, hein, à l'époque. C'était à la fois lutter contre la pauvreté et, d'autre part, donc, faire en sorte que le retour à l'emploi rapporte pour effectivement la personne qui reprend un emploi en quittant le RSA. Et donc cette combinaison en fait de deux objectifs, hein, qui caractérisent la politique, on voit bien que l'aspect faire en sorte que le retour à l'emploi rapporte était déjà présent dans la prime pour l'emploi. Donc il y a une espèce de redondance entre les deux dispositifs. Après 2008, la prime pour l'emploi a cessé d'être réformée et en fait, même son barème a cessé d'être revalorisé, hein. Et on sait donc en termes de pouvoir d'achat, disons, les gains réels de la prime pour l'emploi étaient de moins en moins élevés chaque année, même si on est dans un contexte d'inflation faible. D'où l'idée de prendre en quelque sorte le meilleur des deux dispositifs. On va créer une prime d'activité, donc en fusionnant la prime pour l'emploi et le RSA activité. Donc il y a effectivement une commission, qui était la commission de Christophe Sirugue, qui s'est réunie donc, en 2013. Et effectivement, donc, suite au rapport de cette commission, il y a eu le projet de prime d'activité qui est actuellement au débat à l'Assemblée nationale. Donc c'est vraiment un thème, effectivement, complètement dans l'actualité.
Alors l'idée de la prime d'activité, c'est de corriger une incohérence qui est la coexistence de deux dispositifs qui n'ont pas été, où les réformes antérieures n'ont pas été jusqu'au bout. Et si on veut aller plus loin et parler donc du RSA, en fait, j'ai vu qu'aujourd'hui le RSA avait été beaucoup critiqué. Enfin, plus généralement, d'ailleurs, l'existant, disons, a été beaucoup critiqué. Je me souviens que Marc a parlé de grand délire pour qualifier les politiques publiques actuellement. Alors moi j'ai envie un peu de prendre le contre-pied, disons, et puisque vous êtes tous des réformateurs éclairés, en fait, moi j'ai envie de jouer un peu le rôle du conservateur, peut-être obtus, hein, pour rappeler en quoi l'existant joue effectivement, enfin, quels sont les objectifs poursuivis par ce qui existe. Hein. Alors, avant de réformer, c'est bien effectivement de dire peut-être que ce qui est doit être, et il est important de bien comprendre pourquoi, effectivement, ce qui est. Alors, je pense que les politiques dans le domaine des transferts sociaux à destination des bas revenus poursuivent essentiellement deux grands objectifs. Hein. Et disons, toutes les réformes fiscalo-sociales des 20 dernières années poursuivent deux grands objectifs, qui sont les objectifs affichés. Hein. D'une part, la lutte contre le chômage, hein, et essayer de faire en sorte que toutes ces réformes soient aussi des politiques de l'emploi. C'est une caractéristique assez particulière en fait, de toutes les réformes du système fiscalo-social, c'est qu'il y a une dimension incitative. En fait, on utilise les prélèvements obligatoires à des fins jugées favorables en termes d'emploi. Donc il y a une sorte d'activation hein, du financement de la protection sociale au service de l'emploi, et on peut dire que les frontières de la politique de l'emploi sont devenues de plus en plus larges au fur et à mesure de ces réformes. Et puis l'autre caractéristique intéressante de ces réformes, c'est qu'à chaque fois on utilise un instrument effectivement fiscal, hein, donc une logique incitative, pour, d'un côté, encourager des employeurs à créer des emplois, j'y reviendrai, et de l'autre côté, encourager des salariés à occuper les emplois qui sont ainsi créés au travers de dispositifs d'exonération. Alors, sur le RSA lui-même, hein, si on définit la pauvreté au niveau du ménage, la logique du RSA aujourd'hui et celle du RMI hier, hein, c'était effectivement de dire on va essayer de mettre en place un mécanisme redistributif qui soit relativement juste, c'est-à-dire qui tienne compte de la taille du ménage et des revenus du ménage. Et donc, pour ce faire, il va falloir un système d'information assez consommateur d'informations. Ça va être un outil fiscal pour tenir compte effectivement de la taille du ménage et au travers d'une échelle d'équivalence, hein, et des revenus de l'ensemble du ménage, des conjoints de toutes les personnes qui participent au ménage au sens CNAF, on va avoir besoin effectivement d'un outil, on va avoir besoin d'un système d'information relativement complexe. Alors chaque outil redistributif peut être aussi approché par le système d'information qu'il mobilise, quoi. La prime pour l'emploi, c'est un outil qui s'est voulu absolument fiscal, et donc on a mobilisé pour la mettre en œuvre. Hein. On voulait la taille du ménage, même si elle est assez peu familialisée, et donc on a mobilisé effectivement la déclaration de revenus. La contrepartie de cet outil fiscal, donc, qui peut être relativement, potentiellement juste pour lutter contre la pauvreté définie au niveau des ménages. La contrepartie, c'est que c'est un outil lent. Effectivement, entre un changement de situation sur le marché du travail, de revenus pour le ménage, et un changement et la perception effective de la prime, hein, qui intervient donc en septembre de l'année N+1, il peut se passer donc plus de 21 mois. Hein, et donc, effectivement, c'est un outil extrêmement lent. Si on veut un outil rapide, c'est-à-dire plus efficace, hein, si on veut un outil finalement juste, ça va être un outil lent. Si on veut un outil rapide, donc plus efficace, la solution à l'extrême, c'est le prélèvement à la source. Hein. Ça va être par exemple un outil salarial de type agir sur les cotisations sociales salariées, ou au travers de la CSG aussi, qui est un outil évidemment complètement individuel pour le coup, puisqu'il est au niveau de l'emploi. Lui, c'est peut-être le plus efficace au sens qu'il est très rapide, puisque entre un changement de situation, un changement de salaire et la perception d'un revenu supplémentaire, ça peut être instantané. Par contre, évidemment, c'est le moins juste qui soit, puisqu'il ne va pas tenir en compte du tout, il ne va pas prendre en compte l'ensemble des revenus du ménage, ni la taille du ménage.
Donc dans ce contexte, hein, je prends la défense un peu de ce qui existe, on peut présenter le RMI d'un côté et le RSA de l'autre, le RSA n'étant que le descendant direct du RMI, comme une forme de compromis entre justice et efficacité. Le RMI, c'est relativement rapide puisqu'il est assis sur cette déclaration trimestrielle, hein, et il est relativement juste puisqu'il y a un système d'information spécifique qui va être constitué pour mobiliser les informations. Alors tu as fait le reproche de la taille de la déclaration trimestrielle, mais c'est bien le système d'information qu'il faut voilà, au service de justice. Après, on va pouvoir discuter, bien sûr. Alors, mais cela dit, on sait qu'il y a un problème, il y a un problème corollaire qui a été mis en œuvre, enfin mis en évidence dans le travail du comité d'évaluation nationale du RSA qui était présidé par François Bourguignon, qui était le problème du non-recours au RSA activité. Alors, on sait que le taux de non-recours mis en évidence par l'étude de la CNAF, c'est 68%. C'est un taux qui paraît effectivement très très élevé et qui semble à lui tout seul condamner le dispositif et donc plaider pour une réforme, une nouvelle réforme. Hein. Mais en fait, ce taux de non-recours, si on peut le comparer à d'autres dispositifs, hein, pour ce qui est comparable, on peut comparer le taux de non-recours au RSA socle avec celui du RMI qui avait été étudié et évalué par des études antérieures, ben, il est globalement relativement comparable. Hein. Et quand on compare aussi le taux de non-recours avec des dispositifs étrangers, il est globalement comparable. Et quand on calcule les taux de non-recours auprès dans le cadre de nombreux dispositifs de la politique sociale, on s'aperçoit que le non-recours aux politiques publiques, c'est en fait la règle et la norme en général. Les taux de non-recours sont effectivement très élevés pour tous les dispositifs où on a pu effectivement les calculer. Et qui plus est, d'ailleurs, plus les dispositifs sont locaux, ou moins les dispositifs sont monétaires, par exemple des politiques d'accompagnement des personnes, sont caractérisés par des taux de non-recours très élevés. Donc ceci ne suffit peut-être pas à condamner le dispositif. Bref, il ne faut peut-être pas exagérer la critique du RSA, hein, qui est un dispositif qui, par bien des aspects, donc, a des caractéristiques qui en font un dispositif tout à fait intéressant. Bon, je disais, mais il est vrai qu'avec le RSA, on a clairement, avec le RSA et toutes les réformes qui ont été mises en œuvre autour du RSA, en fait, avant même la mise en œuvre du dispositif. Hein. L'histoire, c'est 1988, on met en œuvre le RMI comme filet de dernier secours de la protection sociale. 10 ans après, on s'aperçoit, à la fin des années 90, que même dans un contexte de croissance forte et de très nombreuses créations d'emplois, 2 millions de créations d'emplois entre 1996 et 2001, le nombre d'allocataires du RSA reste stable ou diminue très très peu, et puis il augmente chaque année auparavant de 100 000 allocataires de plus. Et donc il y a une progression du nombre d'allocataires du RMI qui est absolument vertigineuse et qui donc pose la question de comment sortir du dispositif. D'où la mise en œuvre, en fait, à partir de la fin des années 90, d'un ensemble de réformes qui visent à améliorer les sorties du dispositif. Donc on a réformé les dispositifs d'intéressement et puis les pouvoirs publics ont également réformé taxes d'habitation, allocation logement, un ensemble de droits connexes aussi, nationaux et locaux, autour du RMI. Et puis, bien sûr, la prime pour l'emploi en 2001. Et une décennie de réformes paramétriques et non paramétriques, la prime pour l'emploi, c'est un nouveau dispositif, n'a pas altéré le constat du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans le dispositif et finalement assez peu qui en sortent. Et donc on a une montée inexorable du nombre de bénéficiaires du RMI en France. D'où l'idée d'une réforme beaucoup plus importante avec le RSA. Le RSA, le volet visible, c'est l'aspect monétaire, mais il y a aussi tout un volet dont on parle peu et qui est assez peu étudié, hein, c'est le volet non monétaire du RSA, avec une réforme en profondeur de toutes les politiques d'accompagnement des personnes dans les départements qui sont pilotes du dispositif. Hein. Et il y a une véritable réforme des circuits d'accompagnement avec la mise en œuvre du RSA. Et donc, en tout cas, pour le volet monétaire, et toutes les réformes qui ont été faites depuis la fin des années 90 hein, vont dans le même sens, c'est augmenter les ressources des personnes qui travaillent, hein, c'est-à-dire on accroît, on fait en sorte que les transferts sociaux sont globalement moins dégressifs, hein, et ça va dans le sens, bien sûr, d'un revenu de base, d'une allocation universelle. Donc il y a bien
un mouvement de convergence. Ce mouvement de convergence, il n'est pas lié simplement aux dernières réformes autour des mécanismes de soutien aux bas revenus, mais en fait, il est beaucoup plus profond que ça. C'est plus de 2 décennies de réformes. Je dirais, depuis la loi contre les exclusions de 98, on a un ensemble de réformes cohérentes qui vont dans le sens d'augmenter les revenus des travailleurs pauvres en France. On a aussi un ensemble de réformes cohérentes du côté des prélèvements obligatoires, avec les exonérations générales de cotisations sociales dont les premières générations ont été mises en œuvre en 1993. Puis après, on a eu plusieurs dispositifs qui se sont empilés, il y a eu, disons, 3 générations de dispositifs. Il y a toutes les réformes dites de Balladur-Juppé entre 93 et 96. Puis après, il y a les mesures d'exonération prises dans le cadre du passage de 35 heures, avec, sous donc, le gouvernement de Lionel Jospin. Et là, on est entre 98 et 2002. Et puis après, il va y avoir une 3e génération de réformes, avec la réforme de François Fillon entre 2003 et 2005, où on fusionne tous les dispositifs existants pour n'en faire qu'un seul. Donc il n'y a plus une mesure pour les entreprises à 35 heures, une mesure pour les entreprises à 39 heures. Il n'y a plus qu'un seul dispositif, donc dans un sens d'une plus grande simplicité, d'une plus grande lisibilité. Et ce faisant, on a installé en France donc une plus grande progressivité des prélèvements sociaux du côté du coût du travail. Et évidemment, ça aussi, ça va dans le sens, en fait, tout compte fait, hein, ça va effectivement dans le sens poursuivi par une allocation, par un revenu de base. Et l'un dans l'autre, les réformes ne sont pas incohérentes, c'est pas du tout, donc, comme tu le disais tout à l'heure, ta citation que j'adore, c'est complètement débile, non, un grand délire, c'est un grand délire. C'est pas un grand délire, parce que dans le fond, c'est cohérent. Hein. La stratégie de l'action publique sur 2 décennies, c'est inciter les entreprises à créer des emplois au travers d'exonérations de cotisations sociales, d'un côté, et de l'autre côté, inciter les salariés à occuper ces emplois au travers de subventions qui leur sont données pour occuper ces emplois. Donc, la politique est parfaitement cohérente. L'État agit à 2 mains sur le marché du travail, en soutenant et à chaque fois avec des instruments monétaires, hein, en soutenant la demande de travail d'un côté et en soutenant l'offre de travail de l'autre côté. Et donc il y a une relative cohérence et lisibilité de cette politique. Voilà, donc c'était mon premier point. Il y a bien un mouvement cohérent et il n'est pas récent. Il n'y a pas de rupture de ce point de vue-là. Deuxième point, mais je pense qu'on est encore très très loin d'un revenu de base. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, à cause de l'inflation des dispositifs. Le revenu de base, vous l'avez montré, enfin on l'a montré aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement simple et de lisible. C'est un dispositif qui va remplir plusieurs propriétés intéressantes et qui va se substituer à un ensemble de dispositifs existants. L'existant, c'est plutôt un grand nombre de mesures qui sont empilées, additionnées, et ce, dans chaque compartiment des politiques publiques. Si on regarde les politiques de l'emploi aujourd'hui, c'est plus de 80 dispositifs qui sont empilés et qui coexistent. C'est à la fois des contrats aidés, des mesures de formation, des mesures d'indemnisation qui coexistent. Si on regarde les politiques familiales, c'est d'une complexité effectivement tout à fait impressionnante. On a un grand nombre de dispositifs qui également coexistent. Et dans chaque compartiment, les politiques fiscales, bien sûr, c'est un très grand nombre de dispositifs. Donc on est très loin de la simplicité. Notre système fiscalo-social est d'une très très grande complexité. Donc ça, évidemment, il y a très très loin de l'existant au revenu de base. Deuxième point important, alors je pense qu'il y a effectivement une distance forte entre ce qui existe et le revenu de base, parce que, disons, il y a 3 propriétés, enfin, si on prend dans les 2 grandes caractéristiques du revenu de base, qui sont l'individualisation et l'inconditionnalité, hein, ne sont pas présentes du tout dans l'ensemble des dispositifs. Alors, l'individualisation, je rappelle les avantages et inconvénients très rapidement des deux dispositifs, puisque c'était un peu la question que m'avait posée Marc tout à fait au départ. Donc, j'ai essayé de réfléchir. Là, je recycle le travail que j'ai vraiment réalisé pour préparer cette séance. L'individualisation, il y a 3 avantages évidents. C'est la simplicité, l'efficacité et l'équité. Et je pense que l'inconditionnalité, il y a aussi 3 avantages évidents. C'est la simplicité, l'efficacité et l'équité. Alors,
simplicité pour l'individualisation, oui, parce que effectivement, aujourd'hui, il y a souvent une confusion de logique dans chaque dispositif des politiques sociales, où il y a à la fois un peu de politique familiale et puis un peu de politique de l'emploi ou un peu de politique de revenus. Si je prends par exemple le RSA, effectivement, ou le RMI hier, le barème même du RMI, avec son échelle d'équivalence, où on prend une unité de consommation pour une personne isolée, puis après 1,5 pour un couple, et puis on rajoute 0,3 par enfant supplémentaire. Ça, c'est conforme à l'échelle de l'OCDE, sauf au troisième enfant. Au troisième enfant, on va le compter pour 0,4, et on a comme ça 2,5 unités de consommation comptées pour... donc il y a une prime au troisième enfant dans le barème du RMI hier, et aujourd'hui dans le barème du RSA. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres où on montre bien qu'il y a toujours une confusion des logiques dans chaque dispositif des politiques sociales. Donc faire en sorte qu'il y ait un seul dispositif pour accomplir l'essentiel de la redistribution à destination des bas revenus, effectivement, ça permet de simplifier, de rendre plus lisible, et ça a aussi comme contrepartie de faibles coûts de gestion. Je pense que le dispositif peut être globalement plus efficace parce qu'il rend possible la rapidité, l'instantanéité, et donc supprime tous les problèmes de recours, de non-recours, d'indus, qui sont les problèmes qui sont aujourd'hui dans l'actualité autour des débats sur le RSA et sur sa réforme. Et donc, avec le revenu de base, on rend possible le prélèvement à la source, donc on réduit l'illusion fiscale aussi, mais au profit d'une plus grande transparence des prélèvements obligatoires. Et puis, ça va aussi dans le sens de l'équité, parce qu'on résout les discontinuités entre revenus d'assistance et aide à l'emploi. Bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce que vous êtes convaincus des avantages. Je pense qu'effectivement, avec l'inconditionnalité, on évite l'usine à gaz des conditions plus ou moins vérifiables, applicables, incontournables. Mais par contre, vous êtes peut-être moins convaincus des inconvénients. Voilà. Et donc je finirai sur les inconvénients qui montrent qu'on a effectivement du chemin à accomplir par rapport à l'existant. Alors, je pense que dans les inconvénients, enfin, il y a évidemment, quelque part, on va perdre des instruments avec si on mettait en œuvre la réforme que vous décrivez, chacun avec des variantes, mais on va perdre des instruments par rapport aux instruments de politique publique existants. Puis si on gagne en simplicité et en lisibilité, on va perdre dans le nombre d'instruments. Et donc on va perdre aussi peut-être probablement en capacité à agir finement sur tel ou tel compartiment, telle ou telle partie, sous-partie, intersection par exemple de la distribution entre familles et bas revenus. Et l'autre aspect, c'est que un revenu inconditionnel, on pourra le présenter comme on voudra, et quand même va être nécessairement moins ciblé. Il y a nécessairement aussi peut-être des effets d'aubaine considérables, là où les politiques de la dépense fiscale est aujourd'hui extrêmement ciblée sur des objectifs très très pointus en termes de public, en termes de territoire, en termes de secteur d'activité, et donc on n'a pas la même plasticité avec un instrument unique qui remplacerait un grand nombre d'instruments existants. Et puis il y a aussi un problème de coût budgétaire. Alors vous me dites c'est pas un coût, c'est que du déplacement, d'accord, mais on parle quand même de scénarios à plusieurs centaines de milliards d'euros, et donc on parle d'un choc absolument massif en termes de déplacement. Et ce qui m'impressionne, enfin, j'ai constaté ça tout au long de la journée, c'est que, enfin, au moins de l'après-midi, puisque je n'étais pas là ce matin, c'est que on a l'impression dans les scénarios que soit tout change, c'est effectivement des scénarios qui paraissent comme étant des scénarios assez révolutionnaires, quoi. À chaque fois, il faut une réforme globale des mécanismes redistributifs. Le projet est présenté comme une réforme globale, radicale, vraiment avec un caractère révolutionnaire. Et d'un autre côté, quand on voit beaucoup de simulations, on a l'impression que finalement, il n'y a pas grand-chose qui change. L'effet redistributif par rapport à l'existant est souvent tout à fait marginal, à la fois pour la dimension distribution horizontale ou verticale. Enfin. Et donc, c'est assez surprenant. Alors, on se dit, est-ce que tout change ou rien ne change? Fondamentalement, s'il y a un choc de déplacement de plusieurs centaines de milliards d'euros, il doit y avoir des effets tout à fait massifs peut-être sur la redistribution en prenant en compte des comportements, etc. Et donc fondamentalement, le problème, c'est que ça paraît un pari extrêmement risqué, quoi. Ça, c'est bien sûr alors, soit ça change et ça paraît très risqué, soit ça change pas et on se dit, bon, bah, à quoi bon en fait, si ça change pas, on va redéfinir finalement le mécano fiscal, avec d'autres termes, mais fondamentalement, on va faire la même chose
disant qu'on fait autre chose. Donc voilà, moi je suis un peu sceptique, je suis désolé de terminer cette journée extrêmement riche par une touche de scepticisme, mais je me dis que idéalement, il faudrait pouvoir expérimenter, expérimenter cette innovation de politique publique en petit format peut-être, trouver un territoire. Monaco, par exemple. Dans Monaco, c'est trop spécifique. La Réunion, peut-être, un territoire. Et dans une logique, bien sûr, d'évaluation expérimentale, de trouver même plusieurs territoires, un peu comme on l'a fait, dans le fond, pour le RSA, avec le succès que l'on sait. On pourrait peut-être tenter d'expérimenter pour essayer de lever les dernières réserves qui peuvent donc affecter certains observateurs et dont je fais partie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Yannick.